Bonjour et bienvenue sur Café Croissant. Café Croissant, votre journal web TV en ligne chaque premier lundi du mois sur la chaîne YouTube de la Confédération de la Boulangerie. Et ce mois-ci, exceptionnellement le mardi, puisqu'il y a le lundi de Pentecôte. Ce mois-ci, nous sommes installés sur le parvis de Notre-Dame de Paris, où se déroule depuis 3 jours maintenant le concours, l'un des concours les plus disputés de la boulangerie, celui de la meilleure baguette de tradition. Nous allons sans plus attendre rejoindre les concurrents avant d'assister à la remise des prix. C'est l'un des concours de la boulangerie-pâtisserie les plus réputés et les plus disputés. Le concours de la meilleure baguette de tradition, dont la finale se dispute comme l'an passé sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Les candidats sont concentrés, les gestes sont précis, car comme l'explique Xavier Bordet, tout est à prendre en compte, jusqu'à la très grande chaleur sous la tente. Sur le parvis, on est avec des conditions climatiques qui sont compliquées pour nos candidats. Par contre, on a de très très beaux produits, donc un très très bon cru cette année. C'est très subtil, quoi. Les différences de goût, que ce soit les différences d'aspect, il y a un très très gros niveau. Donc effectivement, il faut vraiment aller chercher le détail pour trouver, délibérer pour une personne. Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette fête du pain. Pour cette 8e édition, c'est Patrick Baillet de la région Grand Est qui a été couronné devant Anthony Beucher de l'Île-de-France et Jérémy Keil, lui aussi de la région Grand Est. Bravo aux lauréats. Alors on le disait, les concours sont très nombreux dans la boulangerie-pâtisserie française. C'est un signe de dynamisme, mais aussi celui de la recherche du travail bien fait. C'est précisément ce qu'enseignent les formateurs et les formatrices dans les CFA. Et nous sommes allés rencontrer 2 d'entre eux, des formateurs du CFA de Vesoul, Maude Bouvray et Sébastien Chevalier. Ils répondent au micro de notre reporter Cynthia. C'est vraiment important de bien les accompagner, surtout en CAP. C'est vrai que c'est le départ de leur formation. Donc on va les accompagner sur la voie technologique, pratique, plus les enseignements généraux. Et par la suite, c'est vrai qu'au bout des 2 ans, quand ils obtiennent leur CAP, j'essaie en tout cas de les motiver pour qu'ils aillent un peu plus loin dans la formation, en mention complémentaire spécialisée boulangerie. Pourquoi pas un brevet professionnel? Parce que pour moi, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment très très important de repartir dans la vie active avec un brevet professionnel. Vraiment le plus important pour moi, c'est de les voir évoluer au cours de ces 2 années ou ces 3 années si je les accompagne en mention complémentaire. On commence avec des jeunes apprentis qui ont souvent une quinzaine d'années sortis de collège et on les voit vraiment grandir au fur et à mesure des semaines et s'intéresser de plus en plus et découvrir les choses. Avec ces nouvelles technologies, on s'ouvre vraiment au monde au niveau national et international et vraiment c'est vraiment valorisant à la fin des 2 ans quand ils passent leur examen de les voir grandir autant en termes de taille que de compétences professionnelles et c'est du pur plaisir de les voir décrocher ce diplôme au bout des 2 années. Alors quand on est formé, quoi de plus naturel que de vouloir évidemment s'installer. Et pour parler installation, eh bien, on accueille Sébastien Dollet. Bonjour, vous êtes le secrétaire général des boulangers du Grand Paris. Bonjour Sébastien Dollet. Bonjour. Pour s'installer, eh bien, on a souvent besoin d'aide, d'être accompagné. Et justement, c'est ce que fait votre syndicat. Le syndicat qui a constaté depuis longtemps qu'il était nécessaire d'accompagner les professionnels qui s'installent pour la première fois. Quand je dis professionnels, ce sont des gens du sérail qui ont 10 ans, 15 ans d'expérience professionnelle, qui ont suivi un cursus de formation classique, CAP, puis peut-être diplôme type BP, brevet professionnel en boulangerie, brevet BTM en pâtisserie. Mais on a aussi beaucoup de primo-accédants, surtout sur la région parisienne. Dans les primo-accédants, on a surtout des personnes qui sont en reconversion et qui donc viennent de secteurs divers et variés, de la banque, de l'assurance. Et là, en fait, pour tous ces gens-là qui ne connaissent pas le secteur, c'est important de pouvoir les épauler et les aider à s'installer. Alors comment ça se passe, Sébastien Dollet? Donc d'abord, qui entoure ces gens-là? Alors en fait, on a créé un dispositif qui s'appelle Primo Accédant, en fait, qui propose un accompagnement dans les 3 grandes étapes en fait, de la création et de l'installation en boulangerie. D'abord, dans la première étape, c'est tout simplement mon projet
je le confronte à des professionnels, c'est-à-dire à moi, à des artisans en place, en disant voilà, je vais m'installer, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, c'est des questions aussi sur le secteur, comment on fait pour s'installer, comment on fait pour réussir. Enfin, réussir l'installation. Après, la réussite de l'entreprise, c'est encore une autre chose, c'est réussir l'installation. Ça, c'est la première phase. Donc, on étudie un peu le projet, puis on donne notre avis. La deuxième phase, c'est une phase où là, la personne a pris la décision de s'installer. Elle a pris contact avec des meuniers, pris contact avec un certain nombre d'acteurs, et elle veut avoir le regard bienveillant en fait, de la profession et du syndicat. On va donc lui permettre de bénéficier gratuitement, j'ai dit bien gratuitement, des services du syndicat. Tous les services du syndicat, toutes les informations. J'ai une information en réglementation, technique, comptable, juridique. Eh bien, je vais pouvoir bénéficier des services du syndicat. D'accord ? La troisième phase, donc c'est... Alors, c'est le lancement. C'est-à-dire qu'en fait, on propose à l'artisan donc un tuteur, au primo-accédant, un tuteur, qui va l'accompagner pendant la phase de lancement. C'est-à-dire dans la semaine ou les 15 jours avant, pour venir le voir, voir comment l'installation se passe, lui faire part de son expérience, parce qu'il faut rappeler, c'est que le parrain ou tuteur, enfin vous l'appelez comme vous voulez, c'est-à-dire un professionnel qui a l'expérience de l'installation puisqu'il a fait 1-2 installations, d'accord, qui est entre deux affaires ou qui vient de prendre sa retraite et qui va consacrer du temps au primo-accédant pour l'accompagner et lui donner des conseils dans les différentes phases de l'ouverture de la boutique et puis ensuite faire un point avec lui régulièrement le premier mois pour voir ce qui va pas et l'aider ainsi à passer ces moments très difficiles. Alors, cet accompagnement, il peut durer combien de temps? Alors nous, on l'a mis sur 1 année. D'accord. Parce qu'on pense qu'en fait, on fait un point au bout du premier mois. On voit s'il y a des problèmes avec le parrain. Si on voit qu'il y a des soucis avec les services du syndicat, on essaie d'apporter les solutions pour que les problèmes qui ont fait jour disparaissent, d'accord. Et puis après, on fait encore un point au bout du 2e mois, puis au bout du trimestre. Et si ça va, après, on fait un point tous les trimestres et au bout d'une année, généralement, c'est parti. Voilà, c'est parti. Alors justement, pour mettre tout ça en image, eh bien, nous sommes allés rendre visite à Rémi et Joanie Duret qui viennent de s'installer à Torcy, en Seine-et-Marne. On regarde. C'est en plein cœur de Torcy, ville de 22 000 habitants du nord-ouest de la Seine-et-Marne, à une dizaine de kilomètres de Disneyland, que Joanie et Rémi tiennent la maison Duret. Avec ma femme Joanie, on a repris cette boulangerie il y a à peu près 3 ans. Et en fait, on travaillait 14-15 heures pour des patrons, pour le même patron. 6 jours sur 7, etc. On avait des horaires de dingue. Et en fait, un soir, on s'est assis sur le canapé, on s'est dit pourquoi on le ferait pas pour nous, ça? Et en fait, c'est parti de là, en fait. C'est parti d'un soir comme ça et en fait après on a entamé les démarches, etc. et après c'était parti. L'aide du syndicat du Grand Paris a été décisive pour Joanie et Rémi. L'accompagnement, les conseils sont essentiels lors d'une reprise ou d'une installation. En fait il y a beaucoup d'anciens du métier au syndicat donc ça c'est vraiment un gros plus. Et ils vous donnent toutes les ficelles, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut surtout pas faire. Les erreurs qu'ils ont fait en fait ils nous les disent, du coup on a un petit coup d'avance sur les problèmes qui peuvent nous arriver. Même si ça n'empêche pas, on a toujours des problèmes. Hein, mais bon, on évite un bon nombre de problèmes grâce à eux. Ouais. Rémi l'a répété à plusieurs reprises, sans l'aide et l'accompagnement du syndicat, je ne suis pas sûre que nous y serions arrivés. Mais aujourd'hui, c'est gagné. D'ailleurs, les clients viennent de loin. Les gens viennent d'assez loin. Il y a des gens du 95, il y a des gens du 92, il y a des gens qui habitent sur Paris aussi qui viennent. Les week-ends surtout, spécialement pour notre pâtisserie, donc très content de ça. Ouais. Alors on va évidemment souhaiter une belle réussite à Joanie et puis à Rémi Duret. Des souhaits qui sont d'autant plus importants en ce moment que les difficultés du moment sont fortes et elles sont encore plus fortes sans doute dans les mois à venir. Pour parler de la principale de ces difficultés, l'approvisionnement du blé et puis le prix du blé, eh bien, on retrouve Céline Imard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole d'Intercéréales. D'abord, 2 mots sur Intercéréales. C'est une interprofessionnelle. C'est une filière du blé. C'est une interpro, absolument. Elle rassemble tous les maillons de la chaîne des céréales. Depuis d'abord le premier maillon qui est le maillon de la production, avec les producteurs de blé, de maïs essentiellement, mais pas que. Elle passe ensuite par tout ce qui va concerner les maillons de la collecte, donc la coopération et le négoce, et de la première transformation. Donc ce qui va être les meuniers, les amidonniers, les malteurs, et puis aussi tout ce qui va concerner la nutrition animale. Alors vous, Céline, vous êtes installée dans le Tarn, c'est ça? Je suis vous faites surtout agricultrice. du blé dur?
c'est ça? Oui, je fais pas mal de blé dur en céréales, c'est à peu près quasiment 45-50% de ma sol. Je fais aussi du sorgho, je fais de la multiplication de semences en maïs et aussi en pois protéagineux et en luzerne porte-graines. Et je fais également du colza. Vous êtes intervenu précisément ce matin au Forum de la météo et Dieu sait si ce qui nous est annoncé par Météo France pour cet été est plutôt inquiétant, notamment pour la production de céréales. Comment vous voyez cette récolte 2022 ? Le Forum de la météo portait plus sur la neutralité carbone, qui est un vrai enjeu au niveau de la transition écologique de la filière, dans laquelle nous sommes déjà engagés. Mais c'est vrai que ce Forum de la météo et cette actualité nous rappellent à quel point la filière est vulnérable face au changement climatique et en tout cas doit trouver des solutions et le fait déjà pour s'adapter. Donc comment on voit la récolte ? Ça va dépendre de la durée de la sécheresse et de son étendue géographique. Il va falloir quand même qu'il pleuve assez rapidement, sinon ça peut être une source de volatilité et de tension sur les cours qui sont déjà affectés par un contexte géopolitique assez tendu. Alors justement, donc une météo défavorable, la guerre en Ukraine, certains pays comme l'Inde par exemple qui décident de ne plus exporter, ça donne quoi sur l'approvisionnement et surtout sur le prix des céréales et singulièrement du blé? Le problème, c'est pas nécessairement que l'Inde n'exporte plus, parce qu'en fait, de manière générale, l'Inde est un tout petit exportateur net. Mais c'est vrai que des éléments comme ça qui jouent sur peu de volume peuvent impacter tout de suite les marchés parce qu'on est dans un contexte tendu. Donc comment on voit la récolte et les prix ? Bon, moi je n'ai pas de boule de cristal, mais il est quand même difficile qu'à court terme, on est sur un marché du blé qui a passé les 440 €. Ça va peut-être revenir à des niveaux un peu plus faibles, mais on ne voit pas le niveau de la tonne de blé revenir demain à 100 €. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir s'habituer à ce prix-là pour de longs mois encore? De longs mois, oui. En tout cas, ce ne sera peut-être pas des niveaux de prix comme à 440, mais en tout cas, oui, il faut s'habituer aujourd'hui à ce que, en tout cas sur les prochains mois, peut-être la prochaine année, voire les 18 prochains mois, le contexte de la guerre affecte fortement les cotations du blé. Est-ce qu'il faut aider à produire davantage en France de céréales ? C'est fondamental aujourd'hui, on est face à une problématique de relocalisation de la production et il faut aider les producteurs à accéder aux facteurs de production. Quand je parle de facteurs de production, je parle par exemple de l'accès à l'eau. Aujourd'hui, on voit la crise de la sécheresse. On voit que les agriculteurs qui peuvent irriguer, qui ont accès à l'eau, vont pouvoir aider les blés pendant cette phase de remplissage du grain et assurer un certain niveau de rendement. Et ceux qui ne le peuvent pas, les conséquences risquent d'être énormes en fonction, encore une fois, de la durée de la sécheresse. Donc il faut aider les producteurs à avoir accès aux facteurs de production et il faut aussi considérer que l'alimentation est une arme et c'est une arme stratégique et il faut absolument renforcer et prendre conscience que l'alimentation, elle doit contribuer à notre souveraineté en tant que continent européen et en tant que pays. Et il y va aussi de la sécurité à la fois alimentaire et financière, entre guillemets, des consommateurs. Tous les enjeux auxquels la filière doit faire face aujourd'hui, que ce soit en termes d'eau, en termes de neutralité carbone ou en termes de lutte pour s'adapter ou atténuer le changement climatique, elle est pensée en termes collectifs. Merci Céline Imard. Alors le mois de mai, eh bien, c'est aussi le mois de la traditionnelle fête du pain, la 25e de ce nom, avec un nouveau slogan, il y a de la vie en boulangerie. Et on va voir à travers quelques photos qui nous ont été adressées d'un peu partout en France, que cette vie en boulangerie, eh bien, elle sourit. La 25e fête du pain a battu son plein, un peu partout en France, comme on peut le voir sur ces photos qui nous ont été envoyées par les organisateurs de ces moments de fête et de joie partagée. Comme à Guérande, en Loire-Atlantique, dans le Bas-Rhin, en Alsace, à Aubenas, en Ardèche, mais aussi à Mafat, sur l'île de la Réunion. Dans la Somme, au Mans, dans la Sarthe, à Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône, à Thionville et à Sarrebourg, en Moselle, et dans le Haut-Rhin. Mais encore dans les Ardennes, le Lot, le Puy-de-Dôme, la Charente-Maritime, en Côte d'Or et bien sûr le parvis de Notre-Dame de Paris lors de la finale du concours de la meilleure baguette. Bravo à tous d'avoir fêté le pain et merci pour ces photos. Alors sur ces belles photos s'achève ce journal Café Croissant, le dernier de la saison puisque nous allons marquer une pause en juillet et en août. Mais votre journal, le magazine Les Nouvelles de la Boulangerie, lui, continue à apparaître le 1er et le 15 du mois, notamment en juillet. Petite pause au mois d'août. Voilà, je vous souhaite un bel été et à bientôt.